Ravi de vous retrouver, il est 19h30. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de votre présence. À la une, ce 19 juillet, la commune de Saïul coupée du monde sans avion. Le mouvement entamé par les pilotes d'Air Guyane s'enlise et impacte fortement les territoires enclavés. Un pont aérien a été mis en place en attendant une amélioration de la situation. C'est peut-être la réunion de la dernière chance pour s'accorder autour de l'implantation de la centrale électrique de l'Ouest guyanais. Ce matin, une rencontre a eu lieu entre l'État et les habitants de Prospérité. Plus de précisions dans ce journal. Enfin, nous irons à Fort-Diamant pour le lancement de Top Vacances Pays, une opération organisée par la CTG qui propose des ateliers gratuits pour les petits et les grands. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. La grève se durcit chez Air Antilles et Air Guyane, au point que les rotations intérieures ne sont plus assurées par les pilotes à l'origine du mouvement. Chez nous, 15 d'entre eux sur les 15 que compte la compagnie sont en grève. Une situation difficile à vivre pour les habitants de Saïul, une commune coupée du monde sans avion. Après avoir été alertée, la préfecture a mis en place un pont aérien. Jocelyne Elgouache, Carl Constable. Le Dragon 973 de la sécurité civile s'est posé ce mercredi matin sur le petit aérodrome de Saïul. Sans attendre, les habitants sont venus récupérer leurs colis. Certains les attendaient depuis 4 semaines. 400 kilos de marchandises, principalement du fret alimentaire, le maximum que peut transporter l'appareil. Cette famille de touristes a profité de ce ravitaillement pour être rapatriée sur le littoral. Sans avion, Saïul est totalement enclavé. Pas de fret, pas de transport de passagers, pas de touristes. Tracy Timan, adjointe déléguée au transport à Saïul, est en relation depuis le littoral avec les habitants et la préfecture pour parer au plus pressé. Ce qui devient difficile là et répétitif, c'est ce problème avec les difficultés d'Air Guyane. Bon, ça aurait pu être une autre compagnie, ça aurait été pareil, mais à partir du moment où il y a une difficulté aérienne, la commune de Saïul est impactée. Mayaya réside à Saïul où elle est agent de santé. La jeune femme devait rentrer dimanche dernier au village. Elle aussi attend une possibilité de rejoindre la commune. Au-delà de cette grève, comme de nombreux habitants de l'intérieur, la jeune femme critique le service qu'offre la compagnie Air Guyane. C'est une organisation. Donc du coup, quand tu viens à Cayenne, tout est programmé à l'avance. Donc tu as ton billet d'avion aller, retour. Si tu connais déjà bien ton programme. Sinon, tu sais quand tu pars, tu sais pas quand tu rentres à la maison. Voilà. En fonction des places d'Air Guyane. Donc c'est très très compliqué aujourd'hui de faire, donc que ce soit dans l'autre sens ou dans l'autre sens, c'est tout un problématique. Air Guyane est en plein tumulte depuis plusieurs mois. La grève illimitée lancée par les pilotes de la compagnie marque un nouvel épisode. 14 pilotes sur 15 sont en grève. On se retrouve un peu ne sachant pas comment on va être rémunéré. C'est quand même assez embarrassant pour un salarié qui travaille, ne pas savoir de quelle façon il va être rémunéré. De son côté, le directeur d'Air Guyane ne peut qu'attendre que les négociations entre les pilotes et la direction du groupe CARE aient abouti. Depuis 6 jours, les 2 avions de la compagnie restent cloués au sol. Si certaines communes peuvent encore avoir accès au fleuve, il y en a une qui a toute mon attention, c'est celle de Saïul, qui est aux abois. Et moi, j'essaie de trouver des solutions, de essayer de convaincre les gens. Bon, on va peut-être trouver des solutions dans les heures ou dans les jours qui viennent. Mais je croyais bien que si je ne gère pas la grève, j'essaie de trouver des solutions à minima pour qu'un minimum de services soit rétabli avec le peu de moyens que nous avons. D'autres rotations avec des sociétés d'hélicoptères privés sont attendues dans les jours prochains pour ravitailler la commune de Saïul. Et à l'ouest de Saïul, la grève des pilotes d'Air Guyane, suivie par 14 pilotes sur 15, impacte aussi les habitants de Maripasoula. Et ils ne sont pas les seuls. C'est ce qu'a tenu à rappeler le maire de la commune, Serge Anelli, qu'on écoute tout de suite. Nos populations de Maripasoula et des communes enclavées souffrent parce que c'est à travers cette voie que nous pouvons véritablement sillonner rapidement. Nous avons la voie fluviale certes, mais c'est une autre paire de manches. Aujourd'hui, je souhaite apporter mon soutien à la population de Maripasoula qui souffre. Et je voulais vous dire que ça impacte fortement et lourdement l'économie locale, et au point à telle enseigne qu'aujourd'hui,
on n'a presque plus rien. Et j'enclenche sur un autre sujet. Quand Air Guyane ne fonctionne pas, les distributeurs aussi de marée pastorale ne fonctionnent pas parce qu'il n'y a pas de liquidité. Aujourd'hui, la population est vraiment en souffrance. Donc nous tenons à ce que la solution soit trouvée aussi rapidement que possible par les personnes qui doivent logiquement répondre à la continuité territoriale et puis pour que tout le monde y trouve son compte. Et à noter concernant cette grève des pilotes chez Air Austral, Air Guyane et Air Antilles, les négociations sont pour l'heure au point mort. Direction Saint-Laurent-du-Maroni, où l'implantation de la centrale électrique de l'Ouest guyanais fait toujours débat. Ce matin, une rencontre a eu lieu entre les représentants du village Prospérité, les élus des communes de l'Ouest et 2 conseillers de la rue Oudinot à Paris pour discuter du projet. Le lieu de son implantation pose question. On fait le point avec Pierre Tréfou, Ingrid Saucéisma. C'est la réunion de la dernière chance dans le conflit qui oppose les habitants du village Prospérité et l'emplacement de la centrale électrique. 2 conseillers du ministère des Outre-mer ont rencontré les élus locaux et les représentants du village Prospérité pour présenter et détailler l'étude faite sur le déplacement du projet. Selon ces conclusions, un déplacement de la centrale n'est pas possible et reviendrait à son annulation. Qui est responsable de cette annulation? Est-ce que ce sont les autochtones ou bien c'est eux-mêmes? Parce que nous, on demande le déplacement. Je répète, nous ne sommes pas contre ce projet-là. Et aujourd'hui encore ce matin, les 2 conseillers disent qu'il faut vraiment qu'il y ait une réponse aujourd'hui. J'ai dit non, la réponse ne peut pas être de suite. Donc je devrais déjà avec la communauté. Donc comme j'ai dit, c'est pas moi seul qui décide, c'est la communauté. Pour l'État, l'intérêt général prévaut sur la somme des particuliers. Et depuis que l'ensemble des contentieux a été purgé, le projet peut avancer. Vous savez, quand vous avez une autoroute, un aéroport que tout le monde va utiliser, il y a ceux qui habitent près de l'aéroport, qui habitent près de la route. Le déploiement des TGV dans l'Hexagone a aussi fait, si vous voulez, des intérêts. Lorsque la Kourou s'est installée, il y a eu aussi ce son de dialogue. C'est de dire que entre 2 choses différentes, qu'est-ce qui prévaut? Est-ce que c'est l'intérêt particulier ou l'intérêt général? La République, c'est l'intérêt général parce qu'au demeurant, je crois que l'électricité va profiter à tout le monde. Il y a un véritable besoin. Le maire de Saint-Laurent-du-Maroni a annoncé vouloir faire une enquête auprès de ses administrés concernant le maintien du projet. Les habitants du village Prospérité doivent donner une réponse dans la journée. Sans accord, l'état de droit sera appliqué et les travaux de la centrale électrique de l'Ouest guyanais pourraient reprendre le 15 août prochain. Et j'ajoute qu'après concertation, les habitants du village de Prospérité ont demandé l'annulation du projet. Le préfet, lui, a annoncé une reprise des travaux le 15 août prochain. C'est un désagrément qui dure depuis plus d'1 an et qui risque de perdurer. Les rotations du bac La Gabrielle à Saint-Laurent-du-Maroni limitées à cause du ponton en mauvais état de l'autre côté de la rive. Hier soir, des riverains se sont donc retrouvés bloqués au Suriname, faute de place également dans le bac lors de la dernière rotation. Terence Moy, Pierre Tréfou. 13h, c'est la première rotation de la journée du bac La Gabrielle. Les premiers véhicules qui sortent sont restés bloqués au Suriname hier soir, faute de place sur le navire pour la dernière rotation la veille. Certains ont fait l'aller-retour vers Paramaribo la nuit. Au niveau, il faut faire le plein dans le véhicule, c'est notre budget, il faut payer l'hôtel si on reste dormir là ou pas, et puis c'est ça. Mais bon, j'espère qu'ils vont améliorer ça, parce que 3 véhicules, c'est... Si tu arrives là, il y a déjà 10 véhicules, 11 véhicules, tu n'es pas sûr d'embarquer. D'autres ont dû trouver une solution sur place, à Albina, comme ce couple qui ne veut pas rouler la nuit. On cherche quoi dormir à Albina pour pouvoir être le matin tout tôt. Donc le matin tôt, donc 8h ce matin, on arrive à 8h30. On était les premiers. On nous dit il y a déjà 3 personnes avant vous. Ça veut dire que 3 personnes avant nous, on finira par partir au premier voyage. Donc ça veut dire que maintenant, on vient seulement de passer, on est là depuis 8h30. La cause de ce désagrément, un arrêté préfectoral du 22 avril 2022, il y a plus d'1 an, qui impose de ne pas dépasser un certain nombre de véhicules sur le bac, 3 voitures ou un seul camion et 10 passagers maximum. On nous impose cela alors que par rapport à un camion qui fait 20 tonnes, à 3 voitures ça fait 4 tonnes.
un camion 20 tonnes, je ne comprends pas. Et puis on me dit par la suite, c'est par rapport à la vitesse de dégagement. Je suis désolé, j'ai vu une dernière fois un tractopelle à chenille monter. Il a pris 20 minutes pour accéder au bac, 20 minutes pour sortir. Et il fallait amarrer le bac. Alors je ne comprends plus rien. L'arrêté est en vigueur jusqu'à nouvel ordre. Il a été mis en place dû au mauvais état de l'appontement flottant du port d'Albina. La situation risque de rester telle qu'elle, puisque le nouveau ponton en dur est en construction et est attendu pour le début de l'année prochaine. Passons à une toute autre actualité. Les agents de la collectivité de Guyane vont devoir retourner aux urnes pour désigner les membres de leur CSE, le comité social économique. En effet, le tribunal administratif de Cayenne a annulé les élections professionnelles de décembre dernier à cause d'irrégularités sur les listes présentées. Un recours avait été fait par l'Union des travailleurs guyanais qui se réjouit aujourd'hui de la réorganisation d'un nouveau scrutin. Écoutons à ce propos Patricia Simonard, secrétaire général UTG-CGT, au micro de Franck Fernandez. Le juge vient nous donner raison en nous disant en fait que seules les listes présentées par l'UTG-CTG étaient conformes et les autres listes ne pouvaient pas concourir. Donc aujourd'hui, comme les élections ont lieu, donc la suite logique a été l'annulation. Aujourd'hui, l'annulation des élections n'a pas de conséquences directes sur le personnel de façon individuelle, mais de façon collective sur les grands dossiers au fait, qui demandent l'avis du CST. Donc les dossiers concernant l'organisation, les dossiers concernant le temps de travail, concernant le régime immunitaire, concernant le bilan social, le tableau des emplois. Donc ce sont ces grands dossiers-là qui seront impactés donc, en l'absence de comité social territorial. Et à noter que les élus du comité social et économique de la CTG sont élus pour 4 ans. Ces élections professionnelles concernent plus de 3000 agents. Attendu aujourd'hui, le remaniement ministériel devrait être annoncé demain. Les derniers ajustements sont en cours, apprend-on, dans le camp présidentiel. L'actuel délégué aux Outre-mer, Jean-François Carenco, pourrait faire partie des sortants. Pour le député guyanais Davy Riman, la vigilance est plus que jamais de mise concernant le ministère des Outre-mer. Dans un tweet, il écrit, je cite, « Nous voulons un ministère de plein exercice et non sous tutelle avec des moyens décuplés ». Fin de citation. Tendre vers l'autonomie énergétique, l'un des défis des régions ultramarines à l'horizon 2030. Et pour répondre à cet objectif, une mission d'information dans ce sens a été ordonnée par la délégation Outre-mer de l'Assemblée nationale en octobre 2022. Mission portée par le député réunionnais Jean-Hugues Ratenon et son homologue guyanais Davy Riman, justement, qui ont remis leur rapport ce mercredi. Nos territoires ont, selon ce rapport, les moyens d'arriver à l'autonomie énergétique décarbonée, tout au moins pour la production d'électricité. Pour cela, il faut assurer financièrement les projets publics et privés. Je vous propose d'écouter Davy Riman au micro de Louis Hautevas. On voit bien que le fléchage est fait et donc la CRE, la Commission de régulation de l'énergie, vient en complément, vient consolider, vient rassurer les porteurs de projets puisque 100% des projets mis en œuvre viennent de la sphère privée. Donc automatiquement, s'il n'y a pas de rentabilité au bout du compte, les porteurs de projets ne seront pas présents. Donc le financement est un point central dans cette transition-là. C'est bien pour cela que la question du financement, autre potentiellement que la CSPE via la CRE, est posée sur la table. Voilà un coup de pouce qui fait du bien. Au Centre spatial guyanais, 24 jeunes ont reçu ce matin une bourse pour leur permettre de mener à bien leurs études. Une aide octroyée par le CNES et le rectorat depuis bientôt 40 ans. Plus de précisions avec Jean-Gilles Lassard. Les portables sont de sortie pour immortaliser ce moment qui ne restera pas anodin dans leur vie. Ces jeunes bacheliers sont reçus en grande pompe en salle Jupiter en présence de personnalités pour recevoir une dotation afin de se lancer dans des études secondaires. Warren Boucheida, aujourd'hui ingénieur satellite, est passé par là. En 2010, à ce moment-là, j'étais venu avec mon père de Matoury pour récupérer cette bourse-là et c'était un réel plaisir d'avoir cette bourse-là. C'était mon rêve en fait de lancer des fusées, travailler au lancement de fusées. Et du coup, c'était aussi un accomplissement pour moi déjà d'avoir cette bourse-là et ensuite de pouvoir partir en études en métropole pour pouvoir atteindre mon objectif. Ils sont 24 lauréats cette année. Parmi eux, Calvin Piquencio. Il espère suivre les traces de Warren. Je souhaite intégrer une classe préparatoire TSI
technologie et sciences industrielles pour pouvoir préparer les concours aux grandes écoles d'ingénieurs pour en intégrer une. En tant que Guyanais, je pense que c'est un but lorsqu'on est dans les filières scientifiques de travailler au CEG. La dotation du CNES et du rectorat est attribuée sur présentation de dossier et après un entretien. Les candidats se destinent à des études d'une durée de 2 à 5 ans dans tous les secteurs. Je compte d'abord à la rentrée prochaine faire un PUT génie civil et m'orienter dans le BTP parce que selon moi c'est un secteur à développer en Guyane. C'est ce qui m'a motivé en quelque sorte à m'orienter vers ce domaine. Ces bacheliers recevront de 2 000 à 6 000 euros par an afin de leur permettre de se lancer sans trop de soucis dans des études en Guyane ou à travers le monde. C'est quand même un coût financier pour la famille et ça permet en fait à mon père déjà de savoir que je pourrais vivre beaucoup plus confortablement et c'est un soutien, quoi. Je pourrais me mettre totalement dans mes études et pas me soucier tout le temps de ce souci financier. En plus d'être un soutien financier, c'est également un soutien moral puisqu'on se sent accompagné, soutenu durant ces épreuves que vont être les études post-bac. Donc c'est avec fierté et honneur que je représenterai la Guyane durant mes études donc à l'international. Qu'est-ce que tu veux faire toi? Alors je pars en septembre étudier la médecine vétérinaire en Espagne. Souhaitons bon vent à ceux qui partent, mais aussi à ceux qui ont choisi de demeurer sur le territoire. Un territoire qui ne pourra se développer sans ses potentiels. Un mot de sport avec la Coupe du Monde féminine de football qui commence demain en Australie. Une Coupe du Monde moins populaire que celle des hommes, mais plus étoffée cette année en termes d'équipe. Il y en aura 32, soit 8 de plus qu'il y a 4 ans. Et c'est à Sydney que la compétition va commencer. On y retrouve Martin Charmasson devant la caméra de Christian Favenec. Nous sommes ici devant une enceinte symbolique des Jeux Olympiques de Sydney 2000 et c'est ici que l'Australie jouera demain son premier match dans le mondial contre l'Irlande à guichet fermé. Les Matildas qui ont de grands espoirs pour cette édition 2023 mais qui profitent aussi de la compétition pour évoquer le développement du football féminin. Dans un message diffusé hier, un message vidéo, elles ont appelé les autres sélections à négocier des conventions collectives pour obtenir les mêmes droits que les hommes. De son côté, l'équipe de France est à 3 jours de son match contre la Jamaïque. Une équipe de France qui doit trouver des marques après la blessure de son ailière polyvalente, Selma Bacha. Cette question maintenant, alors que les vacances scolaires ont débuté depuis une dizaine de jours, pensez-vous, chers parents, à faire réviser vos enfants pendant cette période et surtout avec quels outils? C'est la question que s'est posée Catherine Lama. Elle nous parle dans un article du fameux cahier de vacances, un outil pédagogique incontournable pour les parents à lire sur notre site guen.lapremière.fr. Et en parlant de vacances, sachez que c'est aujourd'hui que la CTG a lancé l'opération Top Vacances Pays au Fort Diamant de Rémire-Montjoly. Ouvert à tous, différents ateliers sont proposés. Et si vous ne partez pas en vacances, vous pourrez y découvrir des techniques artistiques. Sur place, Brigitte Wap, Martial Grit. Un cours pour apprendre à jouer du tambour animé par Silvio Ofian. Mais avant de commencer à taper sur l'instrument, il faut d'abord comprendre comment il est fabriqué. Le socle du tambour, la membrane qui veut dire la peau du tambour, comment c'est confectionné le tambour, et puis qui amène après à jouer dessus pour vraiment connaître la valeur du tambour et jouer sur un tambour. Il n'y a pas d'âge pour jouer au tambour, un atelier ouvert aux jeunes et aux moins jeunes. Sylvie réalise ainsi un rêve. J'ai toujours voulu apprendre à jouer le tambour. Je trouve que c'est un instrument magnifique de chez nous. Le piano savane, d'ailleurs, je ne devrais même pas dire tambour, c'est piano savane et j'aime beaucoup. À l'intérieur du Fort Diamant, différents ateliers, plutôt manuels, comme ici la vannerie. Les participantes collent, enroulent et tressent du papier recyclé. Un travail minutieux. Il faut énormément de patience et justement des enfants qui sont très hyperactifs, ça les calme de suite. Je fais un panier avec du papier. Qu'est-ce qui est difficile? De trouver sa technique pour tourner et revenir en avant. À voir également une expo sur les techniques artisanales traditionnelles. Lucie Blaisès, chef de mission à la CTG, organise ce Top Vacances Pays pour la 2e fois.
Nous avons beaucoup de gens qui ne partent pas en vacances, et donc nous avons mis en place cette programmation qui offre aux gens un moment de détente, d'apprentissage, de techniques autour. Il y aura du chant, il y aura de la kizomba, il y aura des ateliers de dessin. Voilà. À noter que ces ateliers sont gratuits, il suffit de s'inscrire par téléphone ou sur place. Et voilà qui met un terme à cette édition. Merci de votre attention. Demain, l'info revient dès 6h en radio avec Charlie Torres. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver à 19h. Excellente soirée à toutes et à tous. L'info continue sur les réseaux sociaux et sur notre site internet lapremière.fr. L'information continue sur notre site guyane.lapremière.fr. Scannez ou flashez le QR code pour suivre toute l'actualité de la Guyane. Votre soirée